L'histoire commence en 1960 à Houston, où le jeune George Foreman et sa famille emménagent dans une nouvelle maison qui a grand besoin d'être réparée. Il n'y a même pas encore d'électricité. Le soir, leur mère divise un seul burger en 4 morceaux pour ses enfants. Affamé, George est impatient de manger sa part immédiatement. Mais sa sœur Mary insiste pour qu'il prie d'abord. À contre-cœur, George attend. Après la prière, il engloutit son morceau en une seule bouchée. J'ai tellement faim que je mangerai à la table. Remarquant la faim persistante de son frère, Mary lui offre gentiment la moitié de sa part, voyant toujours le meilleur en lui. Ce soir-là, leur mère dit sévèrement à George qu'il ne peut pas se permettre d'être recalé une année de plus à l'école. Il aurait trop de mal à rattraper son retard. Elle le supplie d'éviter les bagarres à l'école. Le lendemain, à l'école, George est dévisagé en raison de son apparence. En classe, il tente de répondre à une question, mais la maîtresse le rejette à cause de ses vêtements sales, préférant donner la parole à un élève aux chaussures brillantes. Jason, nous t'écoutons. Pendant le déjeuner, George est assis sans rien à manger, pendant que ses camarades mangent. L'un d'eux se moque de lui un morceau de pain et commence à le traiter comme un chien. Quoi? T'as même pas de quoi te payer un morceau de pain? Tu la veux? Alors ramasse. On devrait pas t'appeler Foreman, on devrait t'appeler Pouilleman. C'est Foreman. Furieux, George donne un coup de poing au garçon. À l'arrivée du professeur, il s'enfuit. La colère était la réponse à tout. Et il fallait que je me batte, je pouvais pas m'en empêcher. Parce que c'était la seule chose que je faisais correctement. Des années plus tard, George et un ami traînent devant un bar lorsqu'un homme ivre en sort en titubant. Ils décident de le suivre avec l'intention de le dépouiller, mais découvrent rapidement que l'homme est un policier en mission d'infiltration. Un mauvais pioche. La police arrive et une course-poursuite s'engage. George s'échappe en se cachant sous une maison et la police arrive avec un chien. George se couvre de sel pour ne pas être repéré. Ça fonctionne et la police ne le retrouve pas. En rentrant chez lui, George remarque une publicité pour Job Corp sur un téléviseur dans la vitrine d'un magasin. Cette publicité promet de la nourriture et des boissons gratuites à ceux qui ont quitté l'école. Job Corp propose une formation professionnelle pour aider les jeunes à trouver un emploi et rémunère même. George partage la nouvelle avec sa mère et lui dit qu'il veut s'inscrire. Elle soutient sa décision, affirmant qu'il a plus de potentiel qu'il ne le pense. Tu veux rejoindre ce programme? Ouais. Alors mets-y tout ton cœur. Et ne reviens pas à la maison en disant que je te manque. Cette fois, finis ce que t'as commencé. Quelques jours plus tard, George arrive au Job Corps en Californie. À l'entrée, un gardien lui explique les règles. Et on mange quand? 3 fois par jour à la cafétéria. À l'intérieur, il se dispute immédiatement avec un autre gars, Desmond, à propos d'un lit. C'est un lit, mec, calme-toi. Dans son sac de sport, George trouve une nouvelle paire de baskets Converse et un mot de sa mère. Desmond le regarde avec envie. Le lendemain, ce dernier écoute de la musique pendant que George étudie. Frustré, il débranche le tourne-disque. Desmond, sirotant sa gourde, offre une gorgée à George, qui refuse. L'humeur de George s'améliore lorsque Desmond l'invite à la cantine. T'aurais dû commencer par là. Impatient de porter ses nouvelles Converse, George est déçu de constater qu'elles ont disparu. Au réfectoire, Desmond lui conseille de signaler le vol après le repas. Un moment plus tard, George aperçoit un homme qui porte ses Converse. Ce dernier panique, s'enfuit et s'enferme dans sa chambre d'étudiant. George enfonce la porte et jette presque le voleur par la fenêtre. À ce moment-là, Doc entend le vacarme, intervient et met fin à la bagarre. Dehors, George tente de se justifier, expliquant que sa mère a travaillé dur pour acheter ses chaussures. Dans la voiture, Doc présente 2 choix à George. Il peut soit l'envoyer en prison, soit le renvoyer chez lui. Ok, depuis que t'es là, t'as envoyé au tapis 3 de tes camarades. Et tu viens de saccager une porte qui t'avait rien fait. Il m'avait manqué de respect. La porte aussi. Il lui offre de l'argent pour le ticket de bus. George le supplie de ne pas l'expulser. Je peux pas rentrer chez moi, monsieur Brutus. Cet endroit, c'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît. Compatissant, Doc décide de lui donner une autre chance. Il lui demande si George connaît la boxe. Oui, dans la rue, il faut bien. Non, je te parle pas de bagarre. Mais de boxe, c'est un sport. Avec des règles. Doc est un entraîneur de boxe. Il lui suggère de rejoindre le club de boxe après avoir remarqué la force de George. T'es suffisamment laid et baraqué. Tu vas apprendre. Ce dernier accepte avec enthousiasme. Le lendemain, à la salle de sport, Doc présente George à son adversaire d'entraînement. George réagit mal au montrant agressif, mais Doc lui rappelle qu'ils ne sont pas là pour s'entretuer. Pendant ce temps, Desmond, doué pour les chiffres, propose aux spectateurs de faire des paris. Lorsque le combat commence, George essaie de frapper fort, mais n'y arrive pas. Arrête de bouger! Son manque de technique fait de lui une cible facile. Il est rapidement mis à terre, ce qui provoque les rires des spectateurs. Humilié, George sort en trombe. Il a eu de la chance! C'est tout! Il réduit tout le monde au silence. Dans les vestiaires, Doc calme George en lui expliquant que 6 mois plus tôt, son adversaire était aussi inexpérimenté que lui. Il lui assure qu'avec un bon entraînement, il peut atteindre le même niveau. Doc commence à entraîner George de façon rigoureuse. Il lui enseigne diverses techniques et tactiques de boxe. Ton pire ennemi dans n'importe quel combat, il est là. Pour George, le jeu de jambes et la coordination sont des défis. Un jour, George appelle la maison. La conversation se passe bien jusqu'à ce qu'il mentionne qu'il apprend à boxer. Dis pas que tu te bats encore. Non, je me bats pas. Si, ça s'appelle se battre. Non, c'est de la boxe. C'est un sport avec des règles. Exprime Et sa je suis bon. désapprobation à l'égard de la boxe.
Mais leur appel est brusquement interrompu lorsque George n'a plus de crédit téléphonique. Plus tard, il affronte le même adversaire qui l'a mis au tapis, mais cette fois, en quelques secondes, George le met KO, laissant Doc impressionné par sa rapide amélioration. George rend visite à Doc dans son bureau et apprend que Doc a été un boxeur professionnel pendant 24 combats. Et après? Après, j'ai dû enfiler un autre genre d'uniforme. George lui montre un article sur Joe Frazier. Je veux être champion du monde des poids lourds. Doc, qui trouve son ardeur attachante, lui conseille de modérer ses attentes et lui explique l'entraînement intensif requis avant de concourir à un niveau professionnel. Lorsque George s'enquiert des prochains Jeux Olympiques, Doc l'informe que, bien que les Jeux Olympiques aient lieu l'année prochaine, il ne sera pas prêt à concourir avant 5 ans. Quoi, 5 ans? Je serai vieux dans 5 ans. T'as une des frappes les plus puissantes qu'il m'ait été donné de voir. Mais même si tu t'entraînais jour et nuit pendant toute une année, tu ne seras jamais prêt pour les Jeux Olympiques de l'an prochain. La scène se déroule l'été suivant. George, qui a maintenant 19 ans et ne s'est entraîné que pendant 1 an, affronte un boxeur russe plus expérimenté, mais sa famille le regarde fièrement depuis la maison, les yeux rivés sur la télévision. Tous les membres du Job Corps se rallient à George, et même sa mère, malgré ses réserves à l'égard de la violence, se joint à ses enfants devant la télévision. George porte plusieurs coups décisifs et remporte la médaille d'or. C'est incroyable! Le jeune boxeur de 19 ans a réalisé l'impossible en remportant la médaille d'or! Vite, rentrez-vous au combat! Sa victoire suscite des émotions mitigées chez sa mère, qui a du mal à accepter la violence de ce sport. Aide-le, mon Dieu. Tandis que George, fou de joie, hisse le drapeau américain. Le lendemain de sa victoire, George porte fièrement sa médaille d'or en se promenant dans son quartier. Il rencontre son ancien pote qui lui reproche d'avoir hissé le drapeau américain après son combat, en contraste avec la protestation significative des autres athlètes noirs qui sont restés la tête baissée sur le podium. Il accuse George de manquer de respect à leur cause. J'en reviens pas que t'aies osé brandir ce drapeau américain quand on voit ce qui nous arrive. Frustré et blessé, George va voir sa mère et s'épanche auprès d'elle, exprimant son épuisement d'être qualifié de vendu par son entourage. T'es parti d'ici avec $0 en poche et tu reviens avec une médaille d'or. George se promet le respect de tous. Tant que tu vas encore te battre, tu vas finir par prendre un mauvais coup. Tu m'as pas vu à la télé? C'est moi qui leur fais mal. À l'aéroport, George aperçoit une superbe jeune fille qui lit un magazine de sport dont il fait la couverture. À ce qui paraît, il se défend plutôt bien. Elle s'appelle Paula. À l'annonce de son vol, elle se précipite. George fait de son mieux pour obtenir son numéro. Vous êtes meilleur pour cogner que pour draguer, on vous l'a déjà dit. Elle lui dit d'écrire son numéro de téléphone, il le fait et elle s'en va. Au gymnase, Doc présente George à sa nouvelle équipe. Dick Sadler, son promoteur, et Archie Moore, l'ancien champion des poids légers. Quand tu te lèves un matin et que tu vas te battre pour le titre de champion du monde, l'air a un goût différent. Le soleil est plus le même. Il n'y a plus que 2 types qui comptent sur cette planète et t'es l'un d'eux. Alors que George se lance dans sa quête du titre de champion des poids lourds, il bat ses adversaires un par un, chaque victoire le rapprochant de son objectif. Sous la direction de son entraîneur, il se prépare à affronter Joe Frazier. Pendant ce temps, Paula appelle George et ils commencent à se fréquenter. Elle assiste régulièrement au combat de George, soutenant son petit ami qui porte son palmarès à 22 victoires et 0 défaite. George et Paula finissent par se marier. Après avoir remporté sa 36e victoire, ses entraîneurs annoncent qu'il est... Le grand jour arrive en Jamaïque, le combat pour le titre entre George Foreman et Joe Frazier. George est l'outsider, surtout depuis que Frazier a battu Muhammad Ali il y a 2 ans, et presque personne ne croit que George a une chance. La foule chante avec ferveur pour Frazier. Il encaisse un lourd crochet du gauche au début du premier round, mais répond par de puissants coups de poing au corps. Frazier envoie un autre de ses fameux crochets du gauche, mais juste avant la fin du round, George assène un énorme uppercut qui met Frazier à terre. La cloche retentit, George domine les rounds suivants, mettant Frazier à terre à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'arbitre soit contraint d'arrêter le combat. À la stupéfaction générale, George est déclaré nouveau champion du monde poids lourd. Lors de l'after party, George est entouré d'acclamations et d'une flopée de journalistes. Au milieu de l'agitation, une charmante femme attire son attention. Il approche également Desmond et lui propose de devenir son gérant de patrimoine, reconnaissant son talent pour les chiffres. Plus tard, il retourne à sa chambre d'hôtel et trouve la même femme sur son lit. Malgré sa confusion, il la laisse rester et ils partagent un moment d'intimité. Cependant, le fait de réaliser qu'il a trompé sa femme met George très mal à l'aise. Le lendemain matin, il regarde de lui, jurant de le renvoyer dans le ghetto d'un seul coup de poing. George est exaspéré par ces paroles. Quelques mois plus tard, il organise un repas de famille dans son luxueux manoir. Il montre fièrement à sa mère sa collection de voitures. Et c'est pour ça que t'as 5 voitures? 5? Attends de voir mon garage. Il est ravi de voir sa fille, mais ses rapports avec sa femme sont nettement plus distants. Alors qu'ils s'apprêtent à manger, sa mère rappelle à tout le monde de remercier Dieu pour la nourriture. C'est moi qui ai payé tout ça, maman, pas le Seigneur. C'est vrai. Alors c'est toi qui le remercie. Pendant ce temps, Paula s'éloigne pour répondre à un appel téléphonique et découvre que c'est l'une des maîtresses de George qui est au bout du fil. Elle confronte George à ce sujet. George ne peut même pas la regarder dans les yeux. Je vais toucher 5 millions de dollars pour mon combat contre Ali. J'étais parfaitement heureuse avant de te rencontrer. Ah oui, et elle te plaît pas cette vie-là, hein? T'as tout ce qu'une femme peut désirer. Excepté l'homme que j'ai choisi. Il se rend ensuite en République démocratique du Congo pour combattre Muhammad Ali. Dans ce pays, Ali est vénéré comme un héros et presque tout le monde le soutient.
À l'hôtel, George aperçoit Ali, qui divertit une foule de célébrités. Voler comme un papillon, piquer comme une abeille. Un coup tu me vois, un coup tu me vois pas. Allez, viens là, Frasier, que je te frappe avec mes grandes mains. Je boxe comme une vieille. George s'approche. Le public anticipe une réponse. Mais il choisit de s'éloigner en silence, laissant Ali continuer à captiver les spectateurs. Eh ben, s'il boxe aussi bien qu'il répond aux interviews, on va se coucher très tôt. Je le sens pas du tout, ce combat. Foreman pourrait vraiment l'envoyer à la mort. En raison de l'immense popularité de Muhammad Ali dans le pays, la foule scande la phrase légendaire « Ali Bomaye », qui signifie « Ali, tue-le ». Malgré cela, les commentateurs estiment qu'après la performance dominante de Foreman contre Frazier, Ali a du pain sur la planche. Dès le début du combat, George prend le contrôle de la situation et assène plusieurs coups de poing significatifs, tandis qu'Ali flotte comme un papillon et pique comme une abeille. Les railleries et les moqueries incessantes d'Ali ne font qu'attiser la colère de George. Tentez d'échapper au boulonnage incessant de Foreman. Quoi, c'est tout? Tout au long du combat, George pousse agressivement Ali contre les cordes, lui assénant de puissants coups de poing. Ali fait preuve de prouesse défensive, réussissant à contre-attaquer périodiquement. Cependant, le style agressif de George le fatiguant visiblement au fur et à mesure que les rounds avancent. Ali, quant à lui, reste relativement frais. Pendant la pause, alors que Dick et Archie encouragent George à maintenir la pression, Doc est visiblement préoccupé par ses conseils, remarquant la fatigue croissante de George et ses mouvements plus lents. Au 8e round, il est clair que Foreman est épuisé et Ali commence à dominer. Il assène plusieurs coups de poing puissants qui finissent par envoyer Foreman au tapis. Ali remporte le combat par KO, marquant ainsi la première défaite de Foreman. Après sa défaite, George réévalue sa vie. Réalisant qu'il a été aveuglé par sa nature agressive, il décide de faire amende honorable. Il appelle sa femme, jurant de ne plus jamais la quitter. Paola, qui se sent détachée et blessée, lui demande de signer les papiers du divorce. En quête de réconfort, George rend visite à sa mère et lui dit qu'il a renvoyé Dick et Archie, les tenant pour responsables de sa défaite. Sa mère soutient sa décision et lui apporte du réconfort. Plus tard, pour prouver sa force et retrouver sa fierté, George décide de combattre 5 boxeurs en une journée. Doc le presse d'abandonner cette idée téméraire avant qu'il ne soit trop tard. Pendant l'événement, Muhammad Ali se joint aux commentateurs. Ça marche pas, il danse comme une pom-pom girl. Ali, Ali, Ali. Je veux ma revanche. Non, moi je me bats contre des boxeurs, pas contre des demeurés. Vous voulez voir un vrai combat? D'accord, vous allez voir. Après le combat, Doc confronte George dans le vestiaire, lui demandant ce qu'il espérait gagner en combattant 5 adversaires en une journée. Leur conversation est brusquement interrompue par un message destiné à George. Se précipitant à l'hôpital, il apprend que sa sœur enceinte, Mary, a été hospitalisée d'urgence. D'accord, dis-leur de faire le maximum. Je perds et tout. Il nous faut les meilleurs médecins. On a déjà les meilleurs médecins, George. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un miracle. Alors que les médecins s'efforcent de sauver le bébé, sa famille commence à prier. Accablé, George sort pour prier. Alors si tu veux prendre quelqu'un, t'as qu'à me prendre moi. Mais ne prends pas le bébé de ma sœur. Le lendemain matin, George est réveillé par sa mère. Ils se rendent dans la chambre de Mary et la trouvent avec son bébé en bonne santé. Les médecins ne comprennent pas. C'est un miracle. Dis bonjour à ton neveu. Little George. Maman m'a dit que tu avais prié. Et je sais pas ce que tu lui as dit, mais ça a marché. Dans la scène suivante, George lutte lors d'un combat contre Jimmy Young, qui lui anime. Dans les vestiaires, un entraîneur critique sévèrement George, lui disant qu'il a perdu sa chance d'obtenir une revanche avec Muhammad Ali. Accablé et souffrant d'une bouffée de chaleur, George entend une voix. Qui a dit ça? Il s'effondre et perd connaissance. Quand il se réveille, Doc l'informe qu'il le croyait mort. Je l'étais. Et le Christ s'est incarné en moi. Il vit en moi. Alléluia, je suis lavé de mes péchés. Quelques jours plus tard, George est baptisé. Peu après, il prend la parole dans une église, racontant nerveusement à l'assemblée comment il a trouvé Dieu. Il remarque dans l'assistance une jeune fille qui l'écoute attentivement et retrouve son calme. Il déclare son intention de consacrer sa vie à Dieu et de devenir prédicateur. Ce qui surprend et choque Doc, qui est sceptique quant au changement soudain de George, soupçonnant qu'il s'agit d'une mise en scène. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu avais échangé un uniforme contre un autre? C'est exactement ce que je fais. Ensuite, George rend visite à Muhammad Ali. George Foreman ne viendrait pas frapper chez le champion, à moins de vouloir une deuxième raclée. Non, je suis venu pour te dire que j'ai trouvé Jésus. Toutes mes félicitations, George. Je savais pas que tu l'avais perdu. George révèle qu'il était autrefois tellement en colère contre Ali qu'il voulait même le tuer. Mais maintenant, il cherche à se faire pardonner. T'es là parce que tu veux une revanche, dis-le. Je veux aider mon prochain. Ça tombe bien, j'ai besoin de ton aide. Tout ce que t'as à faire, c'est de te battre encore une fois contre Kenny Norton et de le mettre KO. Toi, t'y arriveras, alors que moi, je sais que je peux pas. Si tu le bats, ce sera plus le challenger numéro 1. Et en échange, moi, je t'accorderai une revanche. Tu vois, c'est donnant-donnant. Merci, Jésus. George le rassure en lui disant qu'il ne s'agit pas d'une blague. Et, après une conversation sincère, ils se réconcilient et finissent par devenir amis. George rend ensuite visite à son ex-femme et à ses enfants. Il s'excuse sincèrement pour son comportement passé, espérant faire amende honorable. Lors de sa prochaine visite à l'église, il aborde la fille qu'il avait remarquée auparavant et engage la conversation. Elle a du mal à croire qu'un ancien boxeur comme lui puisse vraiment devenir prédicateur. En réponse, George prend un micro et sort de l'église pour prêcher et inciter les passants à suivre Dieu. Bien que certains se moquent de lui, il reste calme, montrant ainsi qu'il a appris à gérer sa colère. Mais le Seigneur a changé ma vie. T'es sûr que c'est pas Jimmy Young qui t'a changé? J'ai vu le combat, c'était une boucherie, mec. Mais Dieu. Et que le Seigneur est parmi nous. Plus tard, au cours du déjeuner,
Elle s'excuse d'avoir douté de l'avait rendue sceptique. Elle se présente sous le nom de Marie et ils se découvrent une attirance mutuelle. George la conduit à une vieille église abandonnée et lui fait part de son rêve de l'acheter pour y établir sa propre congrégation. 7 ans plus tard, le rêve de George est devenu réalité. Il prêche dans sa propre église, soutenu par sa femme, Marie, et leurs enfants. Après un service, une femme s'approche de lui avec son petit-fils, lui demandant de former le garçon qui s'est mêlé à de mauvaises fréquentations. Oh merde, je veux bien m'entraîner avec Ali, mais pas avec celui à qui il a mis une raclée. Jalen. George refuse, suggérant de trouver plutôt des conseils dans la Bible. Une semaine plus tard, alors qu'il joue avec ses enfants à la maison, George voit aux nouvelles que le garçon a été arrêté pour avoir commis un crime. Il regrette profondément de ne pas avoir accepté de l'entraîner. Il repère un vieux bâtiment idéal pour ses projets et demande à son directeur financier de l'acheter. Nous constatons que Desmond est toujours aux prises avec des problèmes d'alcool. Il rénove l'espace et en quelques mois, le gymnase est rempli d'étudiants. George engage plusieurs entraîneurs et dédie même une partie du gymnase à Mohamed Ali. Cependant, 1 an après l'ouverture, l'électricité s'éteint soudainement. La compagnie d'électricité révèle que Desmond est introuvable. Affolé, George se rend à la banque et apprend que Desmond a investi tout son argent dans des actions à haut risque qui se sont effondrées, laissant son compte d'investissement vide. La banque l'informe qu'elle va saisir ses biens, y compris la maison de sa mère. Furieux, George lance toute la ville à la recherche de Desmond. Malgré sa colère, sa mère lui demande de pardonner à Desmond. George finit par le trouver dans un bar. George le rattrape et manque de le tuer. Réalisant ce qu'il a failli faire, il lui pardonne. Pour sauver sa situation financière, George joue dans une publicité pour une sauce et vend des merch. Malgré ses efforts, sa femme Mary l'informe qu'ils sont encore loin d'avoir résolu leur crise financière. Alors que la banque commence à saisir ses biens, George sombre dans la dépression. Il dépoussière son ancien équipement de boxe, essayant de renouer avec son passé de boxeur. Il confie à Mary qu'il a demandé à un ami de prononcer le prochain sermon à sa place, estimant qu'il ne peut pas prêcher sur la vie alors qu'il a tout perdu. Il veut se battre à nouveau, mais Mary s'y oppose. Elle craint que sa rage ne revienne. Tu avais juré que tu ne le ferais jamais. Il n'y a que 2 choses que je sais faire. C'est boxer et prêcher. Mais prêcher n'a jamais payé les factures. Pour lui demander de l'entraîner à nouveau. Doc est d'abord réticent, se rappelant à quel point il a eu le cœur brisé lorsque George avait raccroché. George parvient à le rassurer en lui répétant les paroles que ses entraîneurs lui ont dites un jour. Quand tu te lèves un matin et que tu vas te battre pour le titre de champion du monde, l'air a un goût différent. Le soleil est plus le même. Il n'y a plus que 2 types qui comptent sur cette planète et t'es l'un d'eux. En entendant cela, ses yeux s'illuminent immédiatement. Il dit que George doit d'abord perdre du poids et qu'ils pourront ensuite commencer à s'entraîner. George a du mal à rentrer dans ses vieux vêtements de sport. Il commence à s'entraîner avec son fils. Hey George, vas-y mollo. Fais-nous faire une crise cardiaque. Il a du mal pendant les séances d'entraînement, soutenu inopinément par Mary, qui l'aide à suivre son régime. Après des mois d'efforts, George réussit à perdre du poids et retourne chez Doc, prêt à s'entraîner pleinement. Lors des séances d'entraînement, George manque de vitesse et peine à suivre son adversaire. Doc lui assure qu'il adaptera son style avec de nouvelles techniques. Au milieu de la nuit, Mary se réveille après avoir fait un rêve. Le matin, elle raconte à George qu'elle a fait un rêve. Dans ce rêve, le Seigneur lui a parlé et lui a montré une vision de George remportant à nouveau le championnat des poids lourds. De toi, récupérant le titre de champion du monde des poids lourds. Le Seigneur allait te porter et te permettre de gagner, pour qu'ensuite tu puisses transmettre sa parole à des millions de gens. Doc suggère qu'ils ont besoin de l'ancienne colère de George pour gagner. Mais George insiste pour aborder le combat sans succomber à sa rage. C'est une guerre. Non, c'est de la boxe. C'est un sport. Avec des règles. George monte sur le ring contre Steve Zuski et dit à Doc qu'il a peur d'enlever sa robe devant tous ces gens. La dernière fois qu'ils m'ont vu, je ressemblais à Superman. Bah maintenant, t'es bonhomme Michelin. C'est pas un concours de beauté. Tout le monde remarque que George est en surpoids. Au début du combat, George agit trop calmement, retenant même sa colère après avoir reçu un coup de poing après la cloche. Au 2e round, George commence à dominer, ne laissant aucune chance à Zuski. Voyant que son adversaire ne peut pas riposter. Arrêtez le combat, non. La nouvelle du retour triomphal de George se répand, le célébrant comme un héros pour les vieux gros chauves du monde entier. Après une remarquable série de 24 victoires, George Foreman, 42 ans, affronte le champion en titre Evander Holyfield dans un combat annoncé comme la bataille des âges, malgré un effort décision unanime. Après le combat, lorsqu'il se rend à sa banque, tous les employés l'acclament. Bien qu'il n'ait pas gagné le match, George est stupéfait de recevoir un paiement de $10 millions de la part de HBO pour le combat. Malgré cette manne financière, il dit à Mary que son travail n'est pas encore terminé. 3 ans plus tard, Michael Moorer bat Holyfield et remporte le titre. George est à nouveau un prétendant. À 45 ans, personne ne croit que George ait une chance contre Moorer. 26 ans, une puissance avec 30 victoires par KO, et le premier champion des poids lourds Southpaw. Tu penses que tu peux le battre? D'autant que dans toute l'histoire de la boxe, aucun challenger de 45 ans n'a jamais raflé le titre de champion du monde des poids lourds. La question n'est donc pas de savoir si Foreman perdra, mais s'il survivra. Au cours du combat, Moorer domine les premiers rounds, et George s'accroche de justesse. Tout le monde à son gymnase, y compris sa mère, l'encourage. Après le 9e round, ses hommes de coin lui suggèrent de jeter l'éponge. 9 rounds face au meilleur boxeur de cette planète. T'as pas à rougir, tu peux être fier de toi. Mais au 10e round, George Foreman décoche une droite dévastatrice qui envoie Moorer. George Foreman remporte le titre, devenant ainsi le plus vieux champion poids lourd de l'histoire. On a réussi.
On a réussi. Merci. Non, merci à toi. À 45 ans, George Foreman a repris le titre des poids lourds après l'avoir perdu 20 ans plus tôt. George et Muhammad Ali sont devenus de grands amis. Aujourd'hui, George continue de prêcher dans son église et de diriger son centre de jeunesse à Houston. Croyez toujours en vos rêves, car Dieu est grand.